Alors, encore une fois, bienvenue à ce webinaire qui va porter sur les applications pour tablettes et qui va durer environ 1 heure. Aujourd'hui, on va regarder plusieurs applications et vous allez sûrement trouver que le débit est assez rapide. Ne vous inquiétez pas, je vais rassembler l'information à propos des applications qu'on va voir aujourd'hui et vous la faire parvenir, l'information. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup à couvrir quand ça vient aux tablettes et malheureusement, j'ai dû faire des choix. Donc, s'il y a certains aspects que vous auriez aimé qu'ils soient abordés aujourd'hui, je vous invite à m'en faire part dans l'évaluation que je vais vous donner le lien à la toute fin pour que je puisse fournir l'information soit dans un prochain webinaire ou d'une autre façon. Ne vous gênez pas pour nous donner vos commentaires comme ça parce que ça nous aide toujours à bâtir des ressources ou des webinaires qui vont en fonction de vos besoins. Le webinaire d'aujourd'hui a aussi été pensé avec l'idée qu'il y a de plus en plus de personnes apprenantes qui possèdent des appareils mobiles comme des téléphones intelligents. Donc, vous pouvez regarder la présentation et réfléchir aux applications qui pourraient être utiles à vos apprenants et à vos apprenantes d'un point de vue personnel. Donc, on va parler de ce qui pourrait être utilisé en classe, mais on va aussi parler d'applications qui pourraient vous être utiles vous personnellement et qui peut-être vous pourriez entrevoir que certains apprenants pourraient en bénéficier. Donc, ça va se dérouler de cette façon. Aujourd'hui, on va regarder les critères pour le choix d'application. On va regarder quelques applications pour la lecture, quelques applications pour l'aide à l'écriture, donc des choses plutôt de base. Mais je voulais faire un rappel au cas où il y a des conseils ou des choses là-dedans qui pourraient vous être utiles. Et puis ensuite, on va passer à quelques découvertes. Je les ai appelées des découvertes, peut-être que vous les connaissez déjà. Il y a 4 applications qu'on va regarder aujourd'hui. Une qui s'appelle Pocket, qui sert à conserver des signets. Une autre qui est Notability, qui sert à prendre des notes. Il va y avoir Book Creator, qui sert à créer des livres. Et Showbie, qui est une application intéressante qui permet d'échanger avec les apprenants quand ça vient pour les travaux. Hein, il y a souvent de l'échange de devoirs ou de travaux qui se fait et on ne sait pas, on prend le courriel, on utilise le courriel. Donc, c'est une application qui peut être intéressante dans certains contextes. Et puis aussi, à la toute fin, je vais donner quelques astuces. Ne vous gênez pas au fur et à la mesure de la présentation. Si vous avez des questions, de les poser. Ça ne me dérange pas que vous m'interrompiez. Et c'est toujours intéressant quand vous avez des questions parce que je pense que les autres personnes autour peuvent en bénéficier. Donc, je vais commencer sans attendre. Et la première des choses, je vais poser une question. Et j'aimerais, si vous pouvez peut-être utiliser juste le clavardage, le chat pour donner votre réponse. Quel type de tablette vous utilisez en ce moment ou vous pensez utiliser dans l'avenir? Et par ça, je veux savoir quelle sorte. Est-ce que c'est une tablette de type Apple, un iPad, ou est-ce que c'est une tablette de type Android ou encore Windows? Juste pour avoir une idée. Et puis moi, je vais vous donner ça parce que vous ne pouvez pas voir ce que les autres répondent, mais je vais vous donner... Alors, j'ai, je pense, 5 personnes qui ont répondu jusqu'à maintenant sur les 6. Alors, jusqu'à maintenant, c'est l'iPad qui domine. J'ai 6 réponses. Il y en a 4 que c'est les iPads, il y en a 2 que c'est les Android. Donc, c'est assez, c'est ce qu'on voit assez couramment. Les gens ont opté pour l'iPad parce qu'il est a la réputation d'avoir plus d'applications, surtout en éducation. Quoique je dois dire, depuis la dernière fois que j'ai fait un webinaire à propos, un atelier à propos d'applications, que j'ai trouvé qu'il y avait plus d'applications maintenant pour les tablettes Android. Pas plus que pour l'iPad, mais ça a augmenté par rapport à il y a peut-être 1 an et demi. Du côté d'Android, il y a un petit peu plus d'applications disponibles. Étant donné qu'elles sont moins chères, des fois, ça peut être avantageux, quoique le iPad est reconnu pour être très robuste. Donc, je ne veux pas vous influencer vers un ou l'autre. Je pense que les deux sont des bonnes options. Il y a aussi maintenant des tablettes Windows. Il n'y a personne ici aujourd'hui qui a mentionné les utiliser. Mais
C'est ça, il y a moins d'applications pour les tablettes Windows, mais bon, peut-être que ça va s'améliorer dans l'avenir. De mon côté, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Je vais juste vous donner quelques informations sur le déroulement aujourd'hui. Donc, quand je vais vous parler d'application, à côté de l'application, j'ai mis entre parenthèses un petit i ou un grand A pour l'iPad ou la tablette de type Android. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes des applications qui ne sont pas disponibles pour les tablettes Android dont je vais parler. Et puis, je pense que la plupart sont disponibles pour l'iPad. Donc, vous allez voir des petits A, donc vous pouvez voir tout de suite pour quel type de tablette l'application est disponible. Pour ce qui est du prix, je l'ai mis aussi en parenthèse et je l'ai arrondi au dollar près. Quand il n'y en a pas, c'est que l'application est gratuite. Et puis, oui, quand l'application est gratuite, attention, je pense que probablement vous l'avez déjà expérimenté, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Donc, souvent, soit qu'il y a des achats intégrés, il nous offre une version limitée de l'application et une fois dans l'application, il faut acheter pour avoir plus de fonctionnalités ou encore, on installe l'application, mais pour l'utiliser vraiment, il faut avoir un abonnement. Donc, il y a toutes sortes de situations comme ça. Donc, il faut faire attention quand on dit gratuit, c'est pas nécessairement gratuit. Et donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais parler d'applications qui peuvent s'installer sur des tablettes de type Apple ou Android. J'ai laissé de côté les tablettes Windows parce qu'il y a très peu d'applications qui s'appliquent en éducation en ce moment. J'ai moi-même de mon côté à faire mes devoirs, à faire un petit peu plus de recherche. Mais si vous connaissez des gens qui ont des questions ou qui ont des suggestions, elles sont les bienvenues concernant les tablettes de type Windows. Donc, les critères pour évaluer des applications, j'en ai déjà parlé dans un atelier auparavant, donc peut-être que vous avez déjà vu ces questions-là. Ces questions-là s'adressent dans un contexte où c'est pour un point de vue éducatif. Quand on veut utiliser une application pour l'apprentissage, elle ne s'applique pas nécessairement si c'est pour votre usage personnel ou pour la gestion, pour l'administration. Mais je pense que de ce côté-là, vous êtes les meilleurs juges pour poser vos propres questions. Mais quand ça vient pour l'apprentissage, donc, la première chose à se poser, c'est quels sont les objectifs d'apprentissage avant d'utiliser une application. C'est sûr qu'on peut découvrir quelque chose, vous dire, ah, c'est le fun, j'aime ça, je veux l'utiliser, mais il ne faut jamais oublier qu'en fin de compte, ce qu'on vise, c'est l'apprentissage, c'est pas utiliser une application en particulier. Ensuite, on peut se demander si elle est appropriée pour les adultes. Ça arrive dans notre cas qu'il y a des applications qui s'adressent plus aux enfants, mais dont le contenu serait de niveau pour les adultes, mais ça ne fonctionne pas à cause du graphisme ou du son. Aussi, est-ce que ça soutient différentes formes d'apprentissage? Et c'est qu'avec les tablettes, on a la possibilité d'avoir de la vidéo, des illustrations, de la photo qui se présentent bien. Donc, on peut en tirer parti quand ça vient pour soutenir nos apprenants qui peuvent avoir besoin d'un soutien auditif, par exemple. Est-ce qu'elle permet l'utilisation par plusieurs usagers? Ça, c'est simplement de se poser la question, si je vais utiliser l'application avec plusieurs personnes, comment je vais le faire? Donc, planifier à l'avance s'il y a plusieurs personnes qui vont utiliser une application sur une tablette, comment on va le gérer. Il y a des fois que c'est pas grave si ça ne s'utilise pas par plusieurs usagers. Bon, ça dépend des contextes. Mais se poser la question, essayer d'y penser à l'avance. Et est-ce qu'elle permet de suivre le progrès? Ça s'applique dans le cas d'applications qui sont plus des exerciceurs, des applications qui font faire des exercices et du progrès. Je pense à NetMath, dont vous êtes probablement, avec laquelle vous êtes familier, qui peut être utilisée à l'ordinateur, mais pour lequel il y a aussi une application. Donc, si on peut suivre le progrès de l'apprentissage. Mais il y a d'autres applications pour lesquelles ça ne s'applique pas quand il s'agit de créer quelque chose qu'on peut suivre le progrès ou pas, ça ne s'applique pas. Donc, ça dépend toujours du contexte. Et aussi les coûts associés à l'application. Et ça, faut vraiment fouiller quand on commence à utiliser une application parce qu'on peut se rendre compte assez vite qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire si elle ne nous a rien coûté et que là, on a besoin d'un abonnement. Donc, il faut aussi fouiller d'avance avant de s'investir dans un projet avec une application. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Je sais que je vais très vite, il y a beaucoup à voir aujourd'hui, mais heureusement,
Le webinaire est enregistré et vous pourrez l'écouter par la suite. Pardon. Excusez, on revient en arrière. Donc, où trouver des applications? Donc, pour ceux qui ont des iPads, vous l'avez sûrement déjà expérimenté, vous allez dans l'App Store. L'application se trouve déjà sur votre tablette lorsque vous l'avez, lorsque vous l'achetez. Et puis, c'est l'endroit où faire des recherches pour trouver des applications. Et puis, pour ce qui est des tablettes de type Android, c'est Google Play qui se trouve évidemment sur ce type de tablettes-là. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, mon expérience, c'est que de chercher en français dans l'App Store n'est pas toujours évident, tandis que Google Play, et là, moi, je l'ai fait aussi à l'ordinateur, j'ai utilisé un navigateur pour fouiller dans ces sites-là. Google Play est plus facile. Oui, Michel, je vois votre question. Est-ce qu'on va aborder la conception d'applications pour tablette? Non, aujourd'hui, malheureusement, je n'irai pas dans cet aspect-là, je ne verrai pas cet aspect-là des tablettes qui pourrait être très intéressant en formation des adultes parce que justement, il y a des applications qui sont plus juvéniles, mais qui s'y étaient pertinentes, qui s'y étaient visuellement pertinentes pour les adultes, ce serait bien. Donc, oui, concevoir des applications, ce serait bien. Peut-être pour une prochaine fois. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est la lecture. Et puis, je vais juste faire une petite révision. Je pense que probablement, il y en a d'entre vous qui ont déjà expérimenté avec leur tablette. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui se trouve sur un iPad. Donc, les tablettes nous permettent facilement d'entendre la lecture de ce qu'on voit à l'écran. Et ça peut être très, très, très pratique quand on travaille avec des gens qui ont à améliorer, qui ont des barrières, qui veulent améliorer leur lecture. Donc, si vous voulez, sur votre tablette, activer, énoncer la sélection, que ça s'appelle sur iPad, vous allez dans Réglages, et puis dans Général et dans Accessibilité. Donc, rendez-vous dans Accessibilité. Maintenant, les versions de ce que vous avez sur votre iPad sont différentes. Peut-être, moi, c'est la version 9 du système d'opération que j'ai et je sais que ça a changé depuis la version 7. Avant, je ne me souviens pas, mais ça ne s'appelait pas Parole. Alors maintenant, dans la version 9, ça s'appelle Parole et énoncer la sélection, on l'active tout simplement. Et puis, par la suite, lorsqu'on se trouve, soit sur un navigateur Safari ou dans un texte qui est dans une application, on peut aller sélectionner le texte et le menu que vous voyez à l'écran apparaît et on peut choisir prononcer et on entend une voix qui lit le texte. Donc ça, c'est possible avec le iPad. Pour l'Android, malheureusement, je n'ai pas de tablette moi-même pour en faire l'expérience, mais il y a une application. Il y en a plusieurs, mais je vous en mets une ici en suggestion. Il y a la synthèse vocale de Google que vous pouvez installer sur qui est gratuite, que vous pouvez installer sur votre tablette et faire la même chose, sélectionner du texte et pouvoir le lire. Donc maintenant, on va passer à quelques suggestions de lecture. Maintenant, il y a des choses là-dedans peut-être que vous avez déjà essayé vous-même de votre côté. Donc, j'ai rassemblé sur les 2 prochaines diapos des suggestions pour trouver de la lecture, que ce soit sous la forme de livres ou d'articles, sachant que les tablettes peuvent offrir du soutien pour ceux qui ont de la difficulté en lecture. Comme on vient de le voir, on peut se permettre de faire des choix qui seraient habituellement pas possibles, mais comme par exemple lire un livre ou un article de journal dont le niveau est un peu plus avancé. Mais avec l'aide à la lecture, on peut essayer d'autres choses. Donc, du côté des applications pour la lecture, lorsque vous avez acheté un iPad, iBook est déjà installé. Mais vous pourriez aussi utiliser Kobo Kindle, qui sont des applications gratuites. Et sur les tablettes de type Android, vous pouvez les installer. Ensuite, si
Et puis bon, ces applications-là permettent d'acheter des livres. Il y a des livres qui sont gratuits, mais il y a des livres qu'on peut acheter. Les livres électroniques vont varier en prix. J'ai regardé du côté français, ils peuvent en avoir entre 3 et 4 $, mais ça peut aussi monter jusqu'à la vingtaine de dollars. Donc, ce n'est pas nécessairement très peu dispendieux. Et puis, du côté de l'achat des livres, bon, dans l'application iBook, vous pouvez avoir accès au magasin iBook directement. Et puis, pour ce qui est des tablettes Android, vous pouvez utiliser Google Play Livres, et qui peut aussi s'installer sur une tablette iPad. Et aussi l'application Amazon que vous pouvez installer pour aller faire des achats. Et ces livres-là, leur format peut être lu dans une des applications que vous trouvez à gauche, soit iBook, Kobo ou Kindle. Donc, aussi, bon, en haut, je vous ai mis les livres que vous pouvez acheter. Il y a aussi des livres gratuits que vous pouvez trouver. J'ai mis là le projet Gutenberg qui, vous pouvez installer une application sur votre tablette. Ce projet-là fait offre des livres qui sont gratuits, dont il n'y a plus de droits d'auteur dessus. Maintenant, ce sont des livres qui sont plus anciens, donc ils ne vont peut-être pas plaire à tout le monde en termes de type de lecture, mais les livres sont gratuits et l'application peut s'installer sur les deux types de tablettes. Ce que je dirais, c'est si vous voulez chercher des livres dans ce projet-là, c'est d'aller en ligne. Utiliser votre navigateur Safari sur votre tablette ou encore votre ordinateur. C'est plus facile de se rendre à la section en français. Moi, dans l'application, j'ai trouvé ça très difficile de trouver les livres en français. Il faut déjà avoir un titre en tête ou un auteur en tête. Et il y a aussi, évidemment, les bibliothèques publiques maintenant. Il y en a beaucoup qui offrent des livres en prêt, des livres électroniques en prêt. La durée du prêt peut varier. Et aussi le coût, bon, d'être membre de la bibliothèque. Donc, il peut y avoir un coût, mais ça peut être certainement une façon d'avoir accès à des livres qui sont plus récents et à un coût moindre. Pardon. Ah, attendez, je saute une page ici. Donc, il y a aussi des applications de journaux, de nouvelles qui peuvent être intéressantes pour les apprenants, surtout si on peut utiliser l'aide, l'assistance à la lecture qu'il y a sur les tablettes. Donc, j'ai mis en exemple le droit et la presse, deux applications qui peuvent être installées sur les tablettes, qui sont gratuites. Je dois dire que la presse sur l'iPad, je n'ai pas réussi à sélectionner du texte pour qu'il soit lu. Mais j'ai trouvé une façon de le contourner. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Les journaux locaux, je les ai mis là. Ça peut être très intéressant pour des apprenants. Maintenant, il y a peu de journaux locaux qui vont avoir des applications qui sont disponibles, mais ce que vous pouvez faire, c'est aller sur leur site web, utiliser le navigateur, soit Chrome sur la tablette Android ou Safari, et puis aller sur leur site web et vous pouvez aller sélectionner du texte et le texte peut être lu. Donc, c'est une façon de le faire. Et puis, j'ai mis ici, je dirais, c'est comme du bonbon. La dernière chasse, c'est une application de l'ONF qui est gratuite et qui s'installe sur les deux types de tablettes. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, il y a aussi un site web qu'on peut aller voir. C'est une très belle histoire en images d'un petit-fils qui accompagne son grand-père lors d'une dernière chasse. Le texte est fait de phrases courtes, c'est très clair, avec les images, c'est bien. Et puis aussi, ça peut plaire à des apprenants qui peut-être ont eu des expériences de chasse dans la famille. Je vous la conseille fortement, cette application-là. On va maintenant passer à l'écriture. Je vais essayer de ne pas sauter deux. Voilà, OK. Donc, du côté de l'écriture, ce que j'ai mis ici, c'est des applications qui permettent du soutien, de l'aide, des dictionnaires, des choses comme ça, des choses que vous avez probablement déjà eues en papier, en version papier. Peut-être que vous les avez eues ensuite en version CD et que vous les utilisez peut-être en ligne. Donc, il y a les applications aussi qu'on peut mettre sur la tablette. Donc, la conjugaison et le Becherel offrent à peu près la même chose.
il y a peut-être moins de temps de verbe dans la conjugaison, puis la recherche n'est peut-être pas aussi précise que dans le Becherel, mais la conjugaison est gratuite, quoique il y a des achats, si je me souviens bien, à l'intérieur. La conjugaison offre des exercices qui sont peut-être un peu avancés, mais il y a moyen d'aller choisir des options, choisir des temps de verbe spécifiques pour les exercices. Donc, ça peut être une bonne application à essayer. Ensuite, l'application Sans faute permet de chercher simplement l'orthographe des mots, puis on peut faire de la recherche de façon phonétique. Elle va assez bien, je l'ai testée. Elle n'est pas très chère, je pense qu'elle coûte 1,40 $. Donc ça peut être intéressant sur une tablette comme outil de référence. Et puis j'ai mis aussi ici l'application traduction de Google qui permet d'obtenir rapidement la traduction d'une expression dans une autre langue. Donc dans notre cas, ça va être en anglais. Ça peut être très utile lorsqu'on vit en milieu minoritaire. Ce qui est bien avec l'application, c'est qu'on peut aussi prendre la photo du texte sur une page. Et puis là, l'application va nous retourner la traduction. Et puis, bon, c'est certain qu'il y a certaines traductions qui ne sont pas toujours parfaites avec Google Traduction. Je suis sûre que vous en avez fait l'expérience en ligne. Mais ça peut servir de point de départ pour une discussion avec les apprenants sur la bonne façon d'exprimer quelque chose en français. Donc, ça, c'est les premières applications pour l'écriture. J'en ai une autre page ici. Donc, du côté de la grammaire, il y a iWord dont j'ai parlé auparavant, je crois, qui est une application qui soutient l'écriture et la lecture. On peut rédiger directement dans l'application ou encore télécharger un document dans l'application. Donc, disons qu'on aurait un document qui se trouve dans Dropbox, on pourrait l'amener dans iWordQ et puis en faire la correction ou aussi en faire l'écoute, dans le fond. iWordQ offre la prédiction de mots à mesure qu'on écrit, donc ça peut être très encourageant pour les apprenants qui ont de la difficulté avec le clavier, qui ont de la difficulté avec l'orthographe. Donc, à mesure qu'on écrit, il y a des suggestions qui sont faites et on peut aller les choisir. Et aussi, on peut choisir que notre texte soit lu à haute voix à mesure qu'on écrit. Et comme je disais, on peut sélectionner des passages dans un document pour les entendre. Donc, ça peut vraiment servir à deux choses. Et je dirais que la voix dans iWordQ est moins saccadée que la voix du iPad, dont je parlais tantôt. Donc, mais c'est une application qui coûte plus cher, mais il n'y a pas de surprise. Le prix, c'est ce qu'elle coûte. Il y a aussi Antidote Ardoise que j'ai pris le temps de regarder. Antidote Ardoise fournit beaucoup de dictionnaires, aussi de la conjugaison, mais ce n'est pas une application qui va s'intégrer à d'autres applications pour fournir le soutien du correcteur grammatical comme on est habitué. Antidote bilingue, Nicole, je vois votre question. Je n'ai pas vérifié si je pouvais faire aussi la correction en anglais. Je le vérifierai. Je ne suis pas certaine. Mais comme je disais, c'est pas l'expérience qu'on a sur notre ordinateur, c'est qu'on ouvre un courriel et Antidote interagit avec notre courriel, avec Outlook. Il va interagir avec Word, il va nous donner des suggestions ou des corrections. C'est pas le cas là, sur la tablette. C'est simplement un outil de référence. Il faut aller dans Antidote pour aller vérifier l'orthographe ou la conjugaison d'un mot. Donc, c'est pas aussi puissant que iWordQ. Donc, c'est ça pour les outils de référence pour la grammaire. On va poursuivre et la prochaine étape, qui est la plus fun, je dirais, ce sont les découvertes. Donc, les 4 applications que je vous ai mentionnées au début, on va les regarder brièvement aujourd'hui parce que on a 1 heure pour faire le tour. Mais si vous avez des questions, ou s'il y en a qui vous intéressent vraiment beaucoup, vous me le direz, peut-être qu'on pourra faire un webinaire sur une des applications en question. Il y en a qui sont plus simples à comprendre, il y en a qui sont un petit peu plus compliquées. Aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est vous donner une idée de ce qu'elles peuvent faire. Donc, la première, ça va être Pocket, qui permet d'organiser ses lectures. Alors, peut-être que vous êtes familier déjà avec les applications qui permettent d'enregistrer des signets et qui vous permettent peut-être de partager vos signets avec d'autres, ou peut-être que vous ne faites pas cette étape-là, vous êtes simplement accumulé des signets dans
une application ou un service en ligne. Donc, Pocket, c'est ce que ça fait, mais de façon très simple. Elle est gratuite aussi. Donc, on peut mettre en signet des articles ou des vidéos pour les regarder plus tard. Et à droite, vous voyez l'image, c'est de ce dont ça a l'air dans l'application. Et puis, on peut regarder les... c'est comme avoir un dossier carton, papier, là, et puis mettre des coupures de journaux dans ça. Et au fur et à mesure qu'on les regarde, on les jette ou on les reclasse. La même chose, au fur et à mesure qu'on les regarde dans Pocket, elles s'en vont dans nos archives et puis là, on peut les classer. Donc, on peut se trouver dans un navigateur et sauvegarder quelque chose. Une fois qu'on a installé Pocket, si on se trouve par exemple dans Safari ou dans Chrome, on peut partager l'article qu'on est en train de lire dans Pocket et ça s'en va dans l'application. On peut la regarder plus tard. Ça fonctionne aussi à partir d'autres applications. Si on est en train de regarder quelque chose, on peut les sauvegarder et les envoyer dans Pocket pour les regarder plus tard. On peut aussi l'envoyer à notre compte de Pocket pour, encore là, si ça ne fonctionne pas avec le courriel ou quelque chose, on peut s'envoyer un courriel et puis ça va être ajouté à notre compte. Et puis aussi, on peut copier un lien. Ça, je dois dire, j'ai essayé avec l'application YouTube. Je n'ai pas réussi à la faire fonctionner, mais j'ai réussi à copier un lien dans Pocket pour ajouter une vidéo à ma banque de ressources. Donc, ça demande d'ouvrir un compte, par contre. Donc, ça, c'est une chose, si on est prêt à avoir un autre compte avec un autre mot de passe. Ça fonctionne aussi sur l'ordinateur. Donc, si on ouvre un compte, on va l'utiliser sur la tablette. On peut aussi l'utiliser sur l'ordinateur. Donc, comme je l'ai dit, on peut organiser les signets en dossier. Et puis, ça permet de lire sans être connecté. Donc, ça peut être intéressant si on sait qu'on va... je ne sais pas, prendre le bus puis qu'il n'y aura pas de sans fil. On peut avoir notre liste de lecture et puis faire nos lectures sans avoir de connexion Internet. Donc, une belle petite application simple et encore là qui pourrait peut-être plaire à vos apprenants parce qu'elle est simple à utiliser. On va passer à la page suivante qui donne un exemple d'un article. Donc, ce que vous voyez avant, c'était mes 5 ou 6 articles que j'avais sauvegardés. Quand on clique sur un article, c'est de ça que ça a l'air. C'est très simple. Et puis, ça, c'est un article de la presse. Donc, je vous disais plutôt que dans la presse, je ne pouvais pas sélectionner du texte pour qu'il soit prononcé, pour qu'il soit lu à haute voix. Donc, ici, j'en ai fait l'expérience. J'ai ouvert l'article que j'ai sauvegardé quand je me trouvais dans l'application de la presse et j'ai sélectionné le texte et j'ai pu l'entendre. Donc, il y a des façons comme ça de contourner les problèmes des fois. Donc, encore une fois, c'est très simple à utiliser. On va passer à la prochaine application qui s'appelle Notability. Celle-là est seulement disponible pour l'iPad. C'est une belle application et découragez-vous pas si vous êtes propriétaire d'une tablette de type Android. Il y a des applications que j'ai remarquées qui n'étaient pas disponibles pour Android il y a peut-être un an et demi et qui le sont maintenant. Donc, ce sera peut-être le cas pour Notability bientôt. Donc, c'est simplement une application qui permet de prendre des notes. On peut choisir la façon qu'on prend des notes. Donc, on peut les écrire à l'aide du clavier, de la tablette. On peut écrire avec un stylet, vous savez, les crayons qui permettent, les stylos qui permettent d'écrire sur une tablette, ou encore enregistrer des notes vocales. Lorsqu'on fait l'enregistrement audio de quelque chose et qu'on prend des notes en même temps, tout ça, c'est lié. Et lorsqu'on écoute l'enregistrement, les notes vont apparaître. Ça peut être assez pratique. Par exemple, si aujourd'hui, vous étiez en train d'écouter la présentation sur des haut-parleurs, vous pourriez être en train d'enregistrer la présentation dans Notability et en train de prendre des notes sur l'écran en même temps et tout ça serait lié ensemble. Donc, quand vous voudriez vous référer à vos notes, vous auriez tout le paquet ensemble, ma voix qui parle et vos notes qui apparaissent. On peut aussi importer des documents PDF. Et ça peut être intéressant parce que si vous trouvez par exemple, des exercices, vous pouvez trouver des exercices en ligne qui se trouvent sur des documents PDF que vous imprimez, vous donnez à vos apprenants. Ça arrive que vous faites ça. Vous pouvez les envoyer dans Notability et les apprenants pourraient écrire directement sur la tablette et enregistrer la note. Donc, l'exercice aurait été fait sur la tablette. Et un petit peu plus loin, on va parler d'une autre application qui permet d'interagir avec ce document-là qui a été modifié avec des notes.
Et je vais vous donner un exemple de l'écran de Notability. Voilà, donc c'est très simple. En haut, il y a les outils pour écrire la note. Donc ça, on se trouve dans une nouvelle note que j'ai créée. On peut écrire du texte, on peut utiliser un stylet ou encore nos doigts si on aime écrire avec nos doigts. On peut utiliser des marqueurs. Et puis à droite, on peut ajouter différents types de contenus. Donc on peut imaginer faire différents exercices avec ça. On peut ajouter des photos qui se trouvent sur notre tablette. On peut prendre des photos avec la tablette et les ajouter en notes. Et après ça, écrire à côté de la photo. Et puis, on peut aussi ajouter des sites web. Et puis aussi, une autre étape qui peut être intéressante, c'est qu'on peut partager les notes. Donc ça peut permettre, donc si un apprenant utilisait Notability pour créer quelque chose, il pourrait partager la note avec vous par courriel ou l'envoyer dans un dossier qui se trouve sur un service de nuage comme Dropbox ou Google Disk. Oui, Nicole, c'est comme un tableau blanc interactif, oui. Ça m'a fait penser quand je l'ai intéressé à, je me souviens pas du nom, mais il y a une autre application qui est très simple comme ça, qui est un tableau blanc interactif sur tablette. Je m'excuse, le nom m'échappe, mais je pense que Notability offre un petit peu plus de fonctions. Je ne suis pas certaine. Mais oui, ça peut être c'est très, très, très simple, mais ça peut permettre beaucoup, beaucoup de choses. Si on prend le temps de jouer avec, on peut imaginer beaucoup de choses à faire avec les apprenants. C'est sa simplicité qui la rend intéressante. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de trouver des applications qui étaient très simples parce qu'on sait, on n'a pas beaucoup de temps pour essayer de découvrir comment une application fonctionne. La prochaine, c'est Book Creator. Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissent déjà Book Creator, qui est une belle application, encore là, très simple. Je dirais que j'en ai essayé une autre qui s'appelait Creative Book Builder, je crois. Et je suis revenue à celle-là, que j'avais déjà essayée par le passé parce qu'elle est plus simple à mon avis. Elle coûte 7 sur, ça c'est quand j'ai mis les prix, c'était ce que ça coûtait dans l'App Store. Dans le Google Play, les prix sont sensiblement les mêmes. Des fois, il y a une petite différence. Maintenant, ce que je veux dire à propos de celle-ci, c'est que vous pouvez l'essayer gratuitement. Il y a une version gratuite et vous pouvez créer un livre. Donc, ça peut être une façon d'expérimenter pour voir avant si on veut dépenser le 7 on peut ajouter des images qu'on a sur l'iPad, prendre des photos directement puis aller les ajouter dans le livre et agencer du texte et des images. Et on utilise beaucoup nos doigts pour placer les choses. Ça se fait très simplement. On peut les fixer pour peu qu'elles bougent. On peut ajouter des vidéos aussi. Et ce qui est tellement bien, c'est qu'on peut ajouter une trame sonore. On peut, par exemple, dire à un apprenant, bon, on va faire un projet, tu vas, je sais pas moi, parler de la rue principale de ton village, des commerces qui s'y trouvent, et tu vas écrire du texte. Je veux qu'il y ait 5 phrases de texte. On peut lui demander d'enregistrer sa voix sur ce qu'il a écrit. Et après ça, il peut se réécouter. On peut aussi, nous, créer du matériel écrit et enregistrer notre voix. Donc, ça peut être intéressant tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je vais juste vous montrer l'exemple. On se trouve, donc j'ai créé un nouveau livre et ce qu'il y a devant vous, c'est la page couverture. Et tout simplement, on clique sur le plus et puis là, on peut aller chercher une photo, prendre une photo, on peut écrire, on peut ajouter du texte, taper au clavier et on peut ajouter du son. Tout se fait très simplement. Et dans la prochaine diapo, je vais vous montrer le résultat, entre guillemets, d'une page couverture et d'une page d'un livre. Donc, les photos ont été ajoutées encore simplement de l'écriture texte ou encore de l'écriture manuscrite. Et puis après ça, une fois que c'est complété, le livre ne reste pas dans Book Creator, il peut être partagé, il peut être envoyé ailleurs. Donc, on peut l'envoyer dans iBook, dont je parlais au début, sur l'iPad. L'iBook contient des tablettes, c'est comme une bibliothèque, donc on peut l'envoyer là et le regarder là. Si on se trouve sur une tablette Android, on peut faire la même chose avec Google Play Books. On peut l'envoyer par courriel à quelqu'un. Et on peut aussi le sauvegarder dans le nuage si on utilise
un service de nuage. Alors, on va passer maintenant à, je crois, la dernière application pour aujourd'hui, oui, qui s'appelle Showbie. Alors, Showbie, je l'ai essayé brièvement, je viens de la découvrir, j'ai pensé vous en parler parce que je pense que ça peut peut-être résoudre certains problèmes. Alors, il faut voir, il faudrait l'essayer. Ce que ça permet, Showbie, c'est, bon, d'abord, il faut s'ouvrir un compte et l'apprenant doit aussi avoir un compte. Donc, déjà, il y a une petite barrière, mais si ce n'est pas une grosse barrière, une fois qu'on a un compte, on va créer des devoirs dans l'application et les apprenants peuvent voir les devoirs qu'ils ont à faire. Et on peut aller ajouter des documents. Eux vont chercher les documents, font ce qu'ils ont à faire et le remettent dans Showbie. Donc, c'est comme centraliser tout ce qu'il y a à voir avec les travaux électroniques. Au lieu d'avoir des apprenants, au lieu d'avoir 10 apprenants qui vous envoient des courriels avec quelque chose qu'ils ont fait, tout s'en va dans Showbie. Et ce qu'il y a de bien, la valeur ajoutée ici, c'est qu'on peut corriger dans Showbie, on peut ajouter des commentaires. C'est vraiment fait pour, malheureusement, elle est juste disponible pour l'iPad en ce moment, c'est vraiment fait pour gérer l'utilisation de différentes applications sur une tablette parce qu'on peut envoyer des documents dans Showbie à partir de vraiment plusieurs applications. Ce qui est bien, c'est que ça fonctionne aussi sur un ordinateur. Donc, un apprenant pourrait soumettre un devoir à partir d'un ordinateur dans Showbie. Donc, ça peut éviter vraiment des nombreux courriels. Je vais vous donner un exemple sur le prochain écran. Donc, le livre tantôt que j'ai créé dans Book Creator, celui que je viens de vous montrer, j'aurais pu le partager. Je l'ai fait, je l'ai partagé dans Showbie. Donc, c'est un exemple de livre qu'on peut, un travail qu'on fait dans Book Creator. Et puis après ça, comment est-ce qu'on ramasse tout ça si on a 4-5 apprenants qui ont fait ça? Même si on en a juste un, mais on veut centraliser, on l'envoie dans Showbie. Et ça se fait tout simplement en cliquant sur l'icône du partage. Donc, au lieu de choisir un courriel, on choisit Showbie et le devoir va être envoyé. Je vais vous montrer sur le prochain écran de quoi ça a l'air. Ah, je m'excuse, j'ai manqué un commentaire. Eliane, vous avez dit 18 $ pour la version Pro. Ça devait être pour, on parlait de notability, je pense. C'est possible. Showbie? OK. Et sur quelle plateforme, Eliane, vous avez 18 $? Je me demande si c'est Android. Non, c'est vrai, c'est juste pour l'iPad. OK. Je vais revérifier dans mes notes à moi. Je vais vous en parler un petit peu plus loin parce que j'ai vu différents prix. Donc, je vais juste vous montrer. Donc, c'est ce que ça a l'air dans Showbie. Donc, le mot livre que vous voyez à gauche, c'est moi qui ai donné le nom à ce devoir-là. J'ai créé un dossier devoir qui s'appelle livre. Ce que vous voyez en jaune, il y a un code. Donc, l'apprenant pour se joindre à une classe, faut penser que ça a été créé pour le monde scolaire. Donc, un enfant peut avoir plus d'un professeur. Donc, pour se joindre à une classe, il va simplement utiliser ce code-là et ça fait qu'il envoie le devoir au bon professeur. Et ce que vous pouvez voir à droite, c'est mes tests à moi. J'ai essayé de voir quel type de document pouvait être envoyé à Showbie et qu'est-ce qui pouvait être visible. Et bon, la première en haut, c'est un document PDF. Ensuite, il y a le livre qui vient de Book Creator. Il y a une image. Et puis en bas, ce qu'on voit en bleu, c'est un commentaire, moi, que j'ai mis. J'aurais pu décrire de quoi il s'agit en termes de devoir. J'aurais pu donner des détails. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que quand on parlait de notability tantôt, on parlait de l'application avec laquelle on pouvait créer des notes. Quelqu'un l'a comparé à un tableau interactif. Donc, quand on crée une note, on peut aller chercher un document PDF qu'on a créé nous-mêmes, qui peut être un exercice, l'envoyer dans Notability. L'apprenant peut écrire sur Notability. Une fois que c'est terminé, il peut cliquer sur le partage et l'envoyer ici dans Showbie, c'est ce que j'ai fait. Le premier document en haut, accord, j'ai écrit sur le document et puis je l'ai envoyé dans Showbie. Donc maintenant, comme enseignant, je peux aller
ouvrir le document et faire la correction directement dans Showbit. Donc, je suis sûre que vous avez beaucoup de questions, mais vous aimeriez voir la démonstration. Ici, malheureusement, dans le contexte de la présentation, je ne peux pas le faire, mais c'est assez simple en général. Je voudrais prendre plus de temps dans l'avenir à l'explorer exactement comment ça fonctionne à plusieurs, quand on reçoit plusieurs devoirs de plusieurs apprenants. Ce que j'avais à dire pour le prix, Eliane, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'un compte gratuit permet d'ajouter dans Showbit des fichiers qui ont une taille jusqu'à 25 mégaoctets. Donc, ça, c'est la limite de la taille. Après un an, les devoirs sont supprimés. Il y a un maximum de 100 devoirs par enseignant. Et puis, il y a certains outils qui ne sont pas disponibles, comme verrouiller un devoir. Ça veut dire on le verrouille parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'on ne veut pas que les apprenants le voient tout de suite. Bon. Les notes vocales ne sont pas disponibles, les relevés de notes ne sont pas disponibles. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une version pro qui permet de débloquer toutes ces choses-là, toutes ces limites-là que je viens de nommer. Mais la version pro, elle coûte 10 $ par mois. Donc, c'est très dispendieux, ça veut dire que c'est 120 $ par année et que ça, c'est récurrent, ça revient à toutes les années. Donc, je ne sais pas, je vais aller voir, Eliane, s'il y a quelque chose que j'ai peut-être mal compris pour ce qui est du 18 $ pour la version pro. Peut-être que c'est nouveau, moi, ce que j'ai vu, peut-être que vous avez eu la chance d'acheter Showbit au moment où il était plus nouveau. Et maintenant, peut-être qu'ils ont décidé d'avoir ce type de paiement-là qui va avec un compte et qui est annuel. Alors, ici, c'est un exemple d'application qui nous paraît très bien au départ, mais que si jamais on veut avoir qu'on veut faire plus de choses avec l'application, le coût est vraiment beaucoup plus élevé. Donc, ici, c'est la dernière application que j'avais à vous présenter. J'espère que ça n'a pas été trop rapide, mais comme je vous disais auparavant, vous pouvez communiquer avec moi si vous avez des questions, si vous n'avez pas eu le temps de les poser aujourd'hui. OK, Eliane me dit ici qu'elle vient de le voir dans l'App Store. OK, merci Eliane. Alors peut-être que j'ai fait une erreur ou j'ai regardé à un moment où ça a changé. Alors je vais regarder à ça. Merci pour l'information. Alors ici, les astuces, très rapidement. C'est des choses que probablement que vous faites déjà, mais juste un rappel, ou en tout cas, si vous n'avez pas utilisé les iPads en groupe, c'est des astuces qui peuvent vous aider. Donc, prévoir des écouteurs pour tout le monde si vous allez écouter des vidéos, mais ça, je suis certaine que vous le faites déjà dans les laboratoires d'ordinateurs. Ensuite, planifier à l'avance l'utilisation d'une application par plusieurs, parce que des fois, on peut essayer une application puis la trouver fantastique, mais si on commence à penser à comment on va gérer si plusieurs l'utilisent, il y a peut-être des complications. Il faut juste y penser puis planifier à l'avance. Il faut juste faire les étapes par étape, comment on va procéder. Faire des essais si plusieurs personnes vont se retrouver sur le réseau sans fil. Alors là, si jamais vous pensez faire un atelier, puis vous allez être 10 ou 15 avec des tablettes qui les gens amènent de chez eux, juste faire des essais avant peut-être, parce que ça se peut que ça ne fonctionne pas, que le réseau se bloque. Aussi, pensez que c'est peut-être possible de projeter l'écran de la tablette comme vous le faites déjà avec votre ordinateur dans une salle de classe. Et là, j'ai mis entre parenthèses 2 outils, mais il y en a peut-être d'autres. Il y a Air Server et Reflector, qui sont des outils qu'on peut installer sur un ordinateur. Donc, on l'installe sur l'ordinateur et puis on branche notre tablette sur l'ordinateur et là, l'écran de la tablette apparaît à l'ordinateur. Et là, vous faites comme d'habitude, vous projetez l'écran de votre ordinateur sur votre grand écran que vous avez. Alors, ça permet de montrer ce qui se passe sur la tablette. Aussi, toujours prendre l'habitude de se déconnecter des applications si jamais on utilise une tablette partagée. C'est une bonne chose à enseigner aux apprenants. Si ils vont sur Facebook, sur une tablette qui leur est prêtée, de se déconnecter pour pas que quelqu'un d'autre aille afficher quelque chose qui n'est pas à eux. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, Shirley dit ici qu'elle aime bien Réflecteur. J'imagine qu'elle l'a déjà essayé. Merci, Shirley. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce point-ci. On a à peu près terminé. Je vais juste vous demander de faire l'évaluation. Non, il n'y a pas de questions.
en particulier. Donc, je vais vous donner le lien vers l'évaluation. Alors, vous allez me donner une seconde. Je vais aller chercher le lien et le mettre dans la boîte de chat. Et je vais vous l'envoyer à tous. Donc, si vous pouvez, aussitôt que vous le pouvez aujourd'hui, demain, faire l'évaluation. Donnez-moi vos commentaires sur quoi d'autre vous aimeriez savoir en relatif aux tablettes, aux applications. On pourra essayer de faire autre chose dans l'avenir. Aussi, je vais vous laisser mon courriel si jamais vous avez des questions. Oui, j'essaie de vous donner mon courriel. Et là, je pense que ça a fonctionné. Peut-être que je l'ai mis 2 fois. Ah oui. Alors, voilà. Alors, je vous remercie de prendre le temps de faire l'évaluation et de me laisser vos commentaires. Je vais arrêter l'enregistrement du webinaire ici, mais je reste si vous avez d'autres questions.